ODH à la portée de tous, votre émission d'éducation aux droits de l'homme et du civisme. Elle va recevoir ce jour Maître Henri Wemboloa, qui est activiste des droits de l'homme, président de l'AUDEF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux et coordonnateur du REPRODEV. Avec mon invité, nous allons parler des obligations de l'État par rapport au respect des droits de l'homme. Alors, Maître, bonsoir et bienvenue à cette émission. Merci, madame. Oui, comme je viens de l'annoncer tantôt, est-ce que vous pouvez nous parler, Maître, des obligations qu'a l'État vis-à-vis du respect des droits de l'homme? Oui, l'État, comme l'institution, oui, qui regroupe, n'est-ce pas, toutes les institutions publiques, qui comprend aussi la population, le territoire, tout le gouvernement, tout ça, il a des obligations envers la population dans le domaine des droits de l'homme. Et ces obligations sont de trois ordres. Il y a les obligations de respecter les droits de l'homme, il y a les obligations de protéger les droits de l'homme et les obligations de mettre en œuvre les droits de l'homme. Voilà les trois grandes obligations de l'État dans le domaine des droits de l'homme. Nous avons dit respecter les droits de l'homme, protéger les droits de l'homme et mettre en œuvre les droits de l'homme. Oui, Maître Henri, mais est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire sur d'abord l'article 2 créant la Commission nationale des droits de l'homme? Oui, l'article 2, je pense qu'il serait mieux que nous puissions lire cette disposition de la loi organique numéro 13/011 du 21 mars 2013. C'est la loi qui crée la Commission nationale des droits de l'homme. Cette loi dit à l'article 2 ce qui suit. Au sens de la présente loi, il faut entendre par droit de l'homme les droits inaliénables et inhérents aux êtres humains tels que définis par les dispositions du titre 2 de la Constitution et par les instruments juridiques internationaux et relatifs, dûment ratifiés et dont le respect et l'exercice garantis par l'État permettent l'épanouissement intégral de l'homme. Ça, c'est une définition qui est légale. C'est la loi votée par le Parlement et promulguée par le président de la République le 21 mars 2013, Joseph Kabila Kabange. C'est cette loi ici qui définit ce qu'il faut entendre par des droits de l'homme. Et il y a des éléments importants que nous trouvons ici dans cette définition. Des droits inaliénables, c'est-à-dire des droits qu'on ne peut pas priver à un être humain. Sinon, il perd la qualité d'être humain. Ce sont des droits inhérents aux êtres humains. C'est-à-dire, c'est de par le simple fait qu'on est être humain que l'on est porteur de ces droits. Et donc, les lois viennent tout simplement constater et garantir ces droits, organiser comment les gens peuvent en jouir. Et ces droits, on nous dit qu'ils sont définis par les dispositions du titre 2 de la Constitution de notre pays. Donc, quand nous prenons notre Constitution, du 11e au 61e article, on ne parle que des droits de l'homme. Donc les droits de l'homme sont là dans notre Constitution de la République du 18 février 2016. Et en plus de ces lois, il y a aussi les instruments juridiques internationaux et relatifs. Les instruments juridiques, ce sont les conventions internationales. Donc la RDC a signé des conventions internationales et en signant chaque convention, la RDC a des engagements sur le plan international en termes des droits de l'homme. Ça peut être respecter, protéger ou mettre en œuvre les droits de l'homme. Voilà ce qu'on peut dire à propos de cette définition qui nous permet de comprendre que nous avons des droits. Vous avez des droits, ils ont des droits. Nous tous, nous avons des droits qui sont garantis par des textes juridiques. Mais est-ce qu'on peut dire que les droits de l'homme sont universels et puis parce qu'il y a aussi des instruments juridiques internationaux, est-ce que les droits de l'homme doivent être respectés
d'une façon similaire dans tous les pays? Ah, ça la question. Les droits de l'homme sont universels. Ils sont universels et tous les États sont obligés de les respecter. Respecter les droits de l'homme, c'est quoi? Respecter les droits de l'homme pour l'État signifie que tout agent de l'État, fonctionnaire de l'État, donc agent public, il a l'obligation de s'abstenir, de poser des actes ou de s'abstenir de faire quelque chose que son travail ou la loi ou la convention internationale lui impose. Vous prenez un magistrat au parquet, il a le droit de garder une personne en détention. Et la loi organise comment garder la personne en détention. De telle sorte que lorsque le magistrat qui, au nom de la loi, a gardé la personne en détention, il doit respecter cette loi qui organise la détention. Lorsqu'il ne respecte plus cette loi, c'est qu'il n'a pas respecté les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ce que la loi lui impose comme devoir en vue de permettre à la personne de jouir ou d'exercer ces droits de l'homme qui sont garantis par les lois. C'est la même situation à la police. À la police, nous savons, la garde à vue, c'est 48 heures. Mais un officier de police judiciaire va garder une personne pendant une semaine. Donc, il empêche, il viole le droit de la personne de circuler librement, tel que la loi prévoit. S'il garde 48 heures, il transmet auprès de l'autorité supérieure ce qu'il a posé des actes dans le cadre de ses fonctions et normalement. Mais s'il viole cette loi, il viole les droits de la personne. Donc, respecter les droits de l'homme, c'est poser des actes pour permettre à... C'est poser des actes pour s'abstenir de poser des actes ayant comme finalité attenter aux droits des personnes. Empêcher à quelqu'un de jouir de ce droit. Et là, quand on parle de respecter les droits de l'homme, il y a les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, et le droit de troisième génération, les droits collectifs ou les droits de solidarité, comme on les appelle. Non, pas l'éducation. L'éducation, le logement, ça fait partie des droits, des droits économiques, alors sociaux, culturels. Et ici, les droits collectifs ou droits de solidarité, c'est comme le droit au développement. Tous les peuples ont droit au développement. Donc, il appartient à l'État, et c'est une obligation, de faire en sorte que tout le monde, toutes les populations puissent jouir des bénéfices du développement sur le plan national. C'est la même situation que la paix et la sécurité. Ce sont des droits collectifs, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent en bénéficier de même coup. L'État, par exemple, par rapport à cette question des droits à la paix et à la sécurité, l'État a l'obligation de sécuriser les personnes et les biens. Et c'est pour cette raison que l'État a, par exemple, tout un budget qui est consacré pour que les services de sécurité puissent prendre toutes les mesures nécessaires sur le plan interne et même sur le plan externe. Éviter que l'ennemi ne s'introduise dans le pays. Donc il faut la sécurité donc dans les frontières. Sur le plan interne, éviter qu'il y ait des troubles à l'interne. Et donc l'obligation de prévenir qu'il n'y ait pas de troubles de l'ordre public ou intervenir lorsqu'il y a des troubles de l'ordre public. Pour calmer, pour trouver des solutions, pour apaiser, pour que les gens vivent dans toute la tranquillité. Et donc tout ça, ce sont des obligations en rapport avec le respect des droits de l'homme. Un agent doit, dans ces conditions-là, parce qu'il est agent de l'État, agent public de l'État, tout faire dans le respect des lois, dans le respect de la Constitution, dans le respect des conventions internationales, et c'est là pour permettre à tout citoyen de bénéficier de ces droits qui sont garantis par les lois et par la Constitution et les instruments juridiques internationaux. Ça, c'est par rapport à la question du respect des droits de l'homme. Merci à Maître Henri de toutes ces explications sur le respect des droits de l'homme. Fidèles téléspectateurs, nous poursuivons avec cette émission pour parler de la protection des droits de l'homme. Comment est-ce que l'État, les obligations d'État peuvent lui permettre de protéger les droits de l'homme?
Ah, merci, madame. Protéger les droits de l'homme. Donc, l'État, à travers ses agents et fonctionnaires, et là, tout agent de l'État, dans n'importe quel service, oui, que ce soit dans les services de sécurité, que ce soit dans les services de la fonction publique, que ce soit... Non, dans tous les services, l'agent de l'État se trouve, n'est-ce pas, dans l'obligation de représenter, tout agent représente l'État là où il se trouve. Quelqu'un qui est un huissier quelque part, il doit savoir que sur lui pèse tout le poids de l'État. Il représente l'État là où il est comme huissier. Donc lorsque lui il commet des bévues, il commet des actes qui portent atteinte aux droits des autres, eh bien, en définitive, c'est la responsabilité de l'État qui est engagée. Et c'est à l'État de réparer. C'est pour cette raison, par exemple, que vous verrez que lorsque les militaires sont poursuivis pour des infractions contre les personnes, eh bien, ces gens-là, on leur donne... donc l'État vient comme civilement responsable. C'est-à-dire que celui qui représente... Donc celui qui a envoyé son agent pour le représenter. Donc, tout agent de l'État représente l'État dans ce qu'il fait. Et ne pas respecter la loi, porter atteinte aux droits, signifie que l'État a violé les droits de l'homme pour le fait de l'agent. Et voilà maintenant la question de protéger. Nous avons parlé du respect, l'agent respecte. Mais l'obligation de l'État va plus loin que le respect. Il doit aussi protéger. C'est-à-dire que l'État protège ses citoyens et même tous ceux qui se trouvent sur l'étendue de son territoire, qu'ils soient de nationalité étrangère ou quoi que ce soit, l'État a l'obligation de les protéger. Les protéger contre les tiers, contre d'autres personnes, contre les entreprises publiques qui peut-être les multinationales, contre... Donc l'État a cette obligation de protéger sa population contre toute personne physique, morale, étrangère, et même sur le plan interne, protéger les personnes contre ceux qui violent les lois. Vous prenez par exemple les malfaiteurs. L'État a l'obligation de sécuriser ces personnes. Et c'est pour cette raison que dans l'organisation de tout État, même en RDC, nous avons la police, et même une police de proximité, placée à tous les niveaux possibles. Pourquoi ? Parce que l'État a cette obligation de protéger sa population. Quand il se signale un acte, une tentative de violation des droits des individus, l'État intervient pour protéger. Donc l'État intervient pour mobiliser, pour empêcher à l'autre de porter atteinte aux droits de ses citoyens. Donc voilà la question de protéger. Et cette protection, elle est à tous les niveaux. Que ce soit dans les droits civils et politiques, que ce soit dans les droits économiques, sociaux et culturels, que ce soit dans le domaine des droits collectifs, droit au développement, au droit à la paix et la sécurité. Dans la protection, c'est comment? Nous avons des policiers sur le plan interne qui sont là pour la sécurité des personnes et des biens. C'est comme ça qu'on appelle même le service de la police. Sécurité des personnes et des biens. C'est parce qu'il appartient à l'État de protéger sa population. Tous les services de sécurité sont là pour protéger sa population. Nous prenons par rapport aux frontières, par rapport à l'extérieur, l'État a des militaires qui sont là pour protéger les frontières. En cas de guerre, les militaires interviennent parce que l'État a cette obligation de protéger sa population contre des agressions étrangères. Dans le domaine, par exemple, de droits économiques, l'État est obligé de protéger sa population. Prenons la situation du droit à l'éducation. Dans notre pays, on a proclamé, n'est-ce pas, l'éducation gratuite. Mais aujourd'hui, que ce soit dans les établissements publics, que ce soit dans les établissements privés, vous trouvez, par moment, on ne respecte pas cette gratuité. Ce n'est pas la faute de l'État, peut-être. Ce n'est pas la faute de l'État, peut-être, je dis. Et si ce n'est pas vraiment la faute de l'État, l'État doit intervenir pour que la population soit protégée et qu'elle puisse jouir de cette gratuité. Donc l'État est là pour protéger sa population. Nous prenons le cas, par exemple, des bandits, le banditisme, l'insécurité, générale ou généralisée. Nous prenons les cas, par exemple, des cas de torture. L'État a l'obligation de protéger sa population.
Parce que l'État a ses agents qui sont à l'œuvre. D'abord, le fait que l'agent commette l'acte de lui-même, c'est que l'agent n'a pas respecté les droits de l'homme. Mais il y a aussi une protection. L'État doit protéger, c'est-à-dire que l'État doit faire en sorte qu'aucune personne sur son territoire ne puisse violer les droits des autres. Voilà la question de la protection des droits. Prenons le cas par exemple des travailleurs. Les travailleurs sont là, mais il appartient à l'État d'organiser le secteur du travail. La prévoyance, nous avons un ministère du travail, de prévoyance sociale. C'est dans le but de protéger la population. Et donc, dans tous les services publics, dans tous les ministères que nous avons dans notre pays, il y a des questions importantes de protection des droits de l'homme, de respect des droits de l'homme et même de mise en œuvre. Hein. Merci, maître, de toutes ces explications. Fidèles téléspectateurs, le respect des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme, mais aussi la mise en œuvre des droits de l'homme sont des obligations dévolues à l'État, selon les explications de mon invité que vous venez de suivre. Nous poursuivons donc avec cette émission pour parler de la mise en œuvre des droits de l'homme. Comment est-ce que l'État peut mettre en œuvre les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme? Ah, madame, c'est important cette question que vous posez. La mise en œuvre des droits de l'homme, d'autres diraient la concrétisation des droits de l'homme. La concrétisation des droits de l'homme. Ou encore la réalisation des droits de l'homme. Donc c'est l'ensemble de toutes les mesures que l'État peut prendre pour faire en sorte que les gens puissent jouir ou exercer de leurs droits fondamentaux. Ces droits-là que nous disons qui sont inhérents. Lorsqu'on est privé de ces droits, eh bien, on perd même la qualité de l'être humain. Donc, c'est les actions, les mesures, ça peut être des mesures législatives ou administratives, donc ou même judiciaires. Donc, ce sont toutes les mesures que l'État met en place en vue de faire en sorte que les droits soient bénéficiés par les personnes. Nous prenons par exemple la loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme. La loi organique portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Donc c'est une institution et ici c'est l'État qui a créé cette institution pour permettre à la population de jouir de ses droits à travers cette commission par son travail sur terrain. Mais la population ne connaît même cette commission. Est-ce qu'il y a la restitution chaque fois des rapports Oui, la commission nationale des droits de l'homme fait son travail. Il y a une commission avec le président, l'honorable maître Mwamba Moshikonke, qui est le président de la commission nationale des droits de l'homme. Ils sont là, ils sont ouverts. Ceux-là qui les saisissent, ils obtiennent satisfaction ou encore. Donc il y a à faire, même si on a créé l'institution pour promouvoir les droits de l'homme. Voilà, c'est une façon de mettre en œuvre les droits de l'homme. Parce qu'il y a une institution qui intervient auprès de l'État comme un conseil. En termes de conseil et aussi en termes d'action sur terrain pour protéger les personnes. Protéger dans toutes les mesures possibles là où il y a droit de l'homme. Et la loi dit de la Commission nationale, que la Commission a le pouvoir, n'est-ce pas, d'enquêter sur tous les cas de violation des droits de l'homme, par exemple. La Commission a le pouvoir d'orienter les plaignants et victimes et les aider même en justice en cas de violation des droits de l'homme. Veiller au respect des droits de la femme et de l'enfant, des droits des personnes vulnérables. C'est ce qu'elle fait, même si elle est limitée. C'est aussi un problème de moyens. C'est pour cette raison que avoir déjà mis en œuvre, avoir déjà créé la commission, c'est une façon de mettre en œuvre. Mais il faut aller au-delà en donnant les moyens nécessaires pour que ces droits-là soient effectifs. Et au-delà des moyens pour poser des actes sur terrain, savoir qu'il faut collaborer avec. Vous prenez par exemple dans le domaine judiciaire. Lorsque la Commission nationale des droits de l'homme intervient auprès des autorités judiciaires, que nous sommes saisis des cas de violation des droits de l'homme, il est important
Donc de prêter oreille attentive et d'apporter des solutions. Parce que toute violation des droits de l'homme est mise à la charge de l'État. Et en réalité, c'est un mauvais fonctionnaire de l'État qui viole les droits de l'homme. Un bon fonctionnaire de l'État, un bon agent de l'État ne viole pas. Et sur le plan même professionnel, il respecte le code de bonne conduite. Mais celui qui viole les droits de l'homme, quand on dit qu'un agent de l'État, un fonctionnaire a violé les droits de l'homme, donc même sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui a violé, n'est-ce pas, les règles de discipline. Il peut même être sanctionné sur le plan disciplinaire. La commission aussi signale qu'il y a un agent de l'État qui n'a pas respecté les droits de l'homme. Effectivement, c'est l'un de son travail, tout comme les ONG des droits de l'homme. Quand les ONG dénoncent des cas de violation des droits de l'homme, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Et même par rapport à cette mise en œuvre, il y a des lois à mettre en œuvre, il y a des lois à prendre. C'est pour cette raison que, vous voyez, les défenseurs des droits de l'homme, par exemple, les femmes se sont battues pour obtenir une loi parité homme-femme. La loi est sortie. Et même dans la Constitution, la Constitution a parlé déjà de la parité homme-femme. Il y a une loi qui est venue, qui voulait faire la donc mettre en œuvre, n'est-ce pas, cette parité homme-femme. Donc voilà autant de mécanismes. On va créer des institutions pour s'occuper de veiller à une question bien déterminée pour permettre aux individus de jouir de tous leurs droits. Voilà, ça c'est la mise en œuvre. Merci maître de toutes ces explications, parce que là nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs. Maître, mais qu'adviendrait-il par exemple si l'État n'a pas respecté ses obligations, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme, mais aussi la mise en œuvre des droits de l'homme? Parce que là, les activistes des droits de l'homme sont accusés chaque fois d'être ennemis de l'État, en dénonçant peut-être jusqu'au-delà de ce qu'ils ont observé. Est-ce que c'est vrai, c'est une réalité? Il n'est pas vrai de dire que... Est-ce qu'il y a des sanctions, il y a des garde-fous? Non, d'abord il faut préciser que les défenseurs des droits de l'homme n'est pas l'ennemi de l'État ou l'ennemi du pouvoir. Mais le défenseur des droits de l'homme, il est là pour rappeler à l'État ce qu'il devrait faire. Parce que ce qu'il doit faire est connu dans les lois, dans la Constitution et dans les instruments internationaux. Et donc, chaque fois que les défenseurs des droits de l'homme interviennent pour parler, c'est en se référant aux lois, en se référant à la Constitution, en se référant aux instruments internationaux et d'une manière générale, tous les engagements internationaux du pays. Aujourd'hui, par exemple, la RDC est membre de l'ONU. Et au sein de l'ONU, il y a des mécanismes auxquels la RDC a des engagements pour avoir ratifier les conventions. Et donc la RDC doit tout faire pour se conformer à ces engagements qui sont contenus. Et ces engagements internationaux, ils profitent à l'ensemble de la population. Même si, dans une certaine mesure, comme vous le constatez, l'État a des obligations. C'est-à-dire, l'État doit faire quelque chose pour sa population. Ou l'État est obligé de ne pas faire des choses qui mettent à mal sa population. Et dans ces conditions, quand vous rappelez à l'État, ça devient une obligation, ça devient une dette pour l'État. Et celui qui le rappelle à l'État peut être mal considéré. Il ne faut pas s'étonner de cette situation-là. Parce que même quand vous, Madame Sophie, vous avez la dette de quelqu'un et vous n'êtes pas prêt à le payer, vous pouvez le fuir. Il faut comprendre. Ça, oui. Mais vous pouvez le fuir par un moment, mais vous êtes en train de vous préparer pour voir comment vous pouvez payer. Mais parce que vous dites que non, c'est une obligation. C'est comme une corde au cou. Donc la question des droits de l'homme, d'une façon générale, c'est comme une corde au cou pour l'État, pour tout dirigeant. Et tout dirigeant, lorsqu'il veut prendre le pouvoir, il va commencer par dire, dès que moi je prends le pouvoir, voilà ce que je ferai pour vous. Et c'est ce qui amène la population à voter tel ou tel autre. Donc, les droits de l'homme, sur base de ces promesses-là. Et même les promesses-là, dans une certaine mesure, entrent dans le cadre des droits de l'homme. Vous prenez un programme du gouvernement. Un défenseur des droits de l'homme peut rappeler au gouvernement, mais nous avons une politique, par exemple, de 5 chantiers. Mais analysons un peu. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a réussi avec ça? Pour que la population puisse jouir de tous ses droits, tant sur le plan civil, politique, économique, socio et culturel, et même collectif, et les droits collectifs. Donc c'est toute la question qui est là. Donc le défenseur des droits de l'homme n'est pas un ennemi de l'État ou des pouvoirs publics. Ah, quand vous parlez des sanctions,
La sanction, une des sanctions d'abord, c'est que... Et ça sera aussi votre mot de la fin. Une des sanctions, c'est que ouais. La population peut perdre toute sa crédibilité. Donc l'État peut perdre, le dirigeant peut perdre toute leur crédibilité face à la population pour n'avoir pas réalisé, n'avoir pas mis en œuvre les droits de l'homme pour que sa population puisse être satisfaite. Reconnaître que non, moi, le mandant, le propriétaire du pouvoir, parce que la Constitution même dit que c'est le peuple à qui appartient le pouvoir. Oui. C'est le peuple qui donne à certaines personnes pour diriger. Et donc quand on vous donne le pouvoir pour diriger, on vous donne la banque, on vous donne tous les moyens, on vous donne la sécurité, tous les militaires sont à la disposition et tout l'argent à votre disposition. Mais tout cela, c'est pourquoi? Pour protéger la même population, c'est pour respecter sa dignité et aussi c'est pour mettre en œuvre, n'est-ce pas, leurs droits à travers les droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, tout ce qu'il y a comme droit et aussi toutes les promesses des campagnes électorales et même tous les programmes que l'on prend pour le développement, pour la gratuité, pour la santé. Donc tout cela, c'est dans le cadre des obligations de l'État. Et comme dernier mot, les défenseurs des droits de l'homme sont des hommes, des femmes qui protègent et qui se battent pour la dignité de la personne humaine, qui se battent pour l'épanouissement total de toute la population et tout citoyen, et cela sans aucune discrimination. Sans aucune discrimination. Et aussi, c'est pour la dignité de tous et même le développement du pays. Donc c'est ça le plus grand combat pour les défenseurs des droits de l'homme. Et à ce titre, ils ne peuvent pas être assimilés aux ennemis de l'État ou aux ennemis des dirigeants. Peut-être seulement parce qu'il y a par moment des difficultés pour les dirigeants d'accomplir telle ou telle autre obligation. Il appartient aux dirigeants de dire à la population que nous n'avons pas pu réaliser les promesses ou pu faire ceci, cela, parce qu'il y a eu des contretemps. Henri, on y reviendra pour parler des obligations de l'État vis-à-vis du respect des droits de l'homme. Fidèles téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission, Droits de l'homme à la portée de tous. Merci à la technique qui nous a tenu compagnie, dirigée de main de maître par Géry Bindele avec son professionnalisme. Il a pu être au four et au moulin pour que vous receviez cette émission dans vos maisons. Merci de tout cœur à la radio-télévision catholique et l'IKEA, la radio qui fait la promotion de la dignité humaine à travers des programmes comme celui-ci. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.